Ah, ça y est. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19 heures, nous allons pouvoir commencer. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par faire l'appel. Louchard Michel. Naudin Magali. Derien Vincent. Derien. Dacosta Leïla. Gillot Hervé. Guinez Sandrine. A donné pouvoir à Nathalie Autray. Je n'ai pas lu jusqu'au bout. Bulté Guillaume. Bréau Patricia. Thiesson Olivier. Prêté Anne-Julie a donné pouvoir à Magali Naudin. Eil Damien. Grandson Véronique a donné pouvoir à Michel Louchard. Diouf Abdourahman a donné pouvoir à Damien Eil. Dean Mintou. Négrouz Mohamed a donné pouvoir à Vincent Derrien. Courrier Anne. Sens Brice a donné pouvoir à Leïla Dacosta. Autray Nathalie. Le Palec Patrice, il arrivait, je crois qu'il se garait. Le Men Fanny. Laïfaoui Samir. Auberguenoun Sandra. Marc Didier. Guimet Thibault a donné pouvoir à Laetition Guichon-Vatel. J'ai Laetitia. Guichon, j'ai été trop loin. Laetitia, ok, pardon. Leloup Laurence a donné pouvoir à Fabrice Hamelin, qui est présent. Hamelin Fabrice. Présent. Guichon-Vatel Laetitia. Mérard Karim. Da Silva Manuel. Després Lorraine. Zita Jean-Paul. Parodi Antoine. Très bien. Le quorum et Patrice Lepahec étant atteint, nous allons pouvoir démarrer. Donc nous allons commencer par l'approbation du dernier PV de la séance du 16 juin 2026. Y a-t-il des remarques? Madame Després. Alors, on vous a transmis nos interventions comme les fois précédentes, donc on veut déjà s'assurer qu'elles sont intégrées. Et puis, je vous ai également fait remonter par mail que vous avez bien intégré pour le coup l'amendement que nous avions soumis, mais pas les votes correspondant à l'amendement. Donc, on voulait savoir si ce serait bien rajouté au PV, comme ça a été demandé par mail. Tout à fait, on a bien reçu votre mail et les services l'ont intégré les votes. D'ailleurs, quand vous faites des demandes, ça serait bien de mettre peut-être Gaïd Pires en copie pour qu'elle le fasse directement dans la foulée. Je lui ai transmis ce matin, mais comme le mail daté d'hier. J'entends bien, mais les élus s'adressent aux élus en principe. Oui, c'est la règle. La mettre en copie, vous aviez l'habitude, il n'y a pas de problème. Mais je peux faire le lien sans aucun problème. Y a-t-il d'autres remarques sur le PV du 16 juin? Très bien. Avant de démarrer, l'ordre du jour... Ah oui, bien sûr. Comment? Ah oui, pardon. Oui, on vote le PV. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc, avant de démarrer, ce conseil municipal avait été demandé, et puis la règle nous oblige également, à travailler sur un règlement intérieur qui doit arriver dans les 6 mois. Donc, un premier travail a commencé à être fait dans la commission de Michel Louchard. Nous avons reçu effectivement les premiers éléments du groupe Ensemble pour Torigny. Nous attendons encore celle du groupe de Thibault Guimet. L'objectif, c'est effectivement que dans cette enceinte, cela se passe le plus correctement possible. Et c'est pour ça que votre contribution au règlement intérieur nous semble nécessaire et intéressante. Cela dit, j'ai eu quelques remarques depuis les derniers conseils municipaux d'habitants de Torigny. Alors, je voulais vous en faire part parce que je pense que ça nous concerne tous. Et puis, je m'y inclus et j'inclus notre groupe également sur la longueur de nos conseils municipaux qui sont extrêmement longs. Les gens ont envie de le voir jusqu'au bout parce qu'il y a des points à la fin qui les intéressent, mais 23h, 23h30, ça fait quand même un peu long. Ils trouvent les débats des fois beaucoup trop longs. Donc l'objectif, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on puisse faire en sorte de continuer à faire en sorte que nos habitants aient envie de regarder nos conseils municipaux. C'est pour la démocratie, je pense que c'est extrêmement important et qu'on puisse être peut-être un petit peu plus concis sur nos réponses.
pour éviter la longueur, pour éviter les répétitions. On peut tout à fait imaginer que dans chacun des groupes, si vous avez une remarque importante à faire sur un point, l'un d'entre vous prend la parole, fait toutes ces remarques, et puis nous pourrons passer comme ça au point suivant. Et nous éviterons peut-être les effets un peu de ping-pong que les tauriniens n'apprécient. Waouh, merci. Ça fait voilà. Que les tauriniens n'apprécient absolument pas. Donc c'est pour ça. Donc l'objectif, c'est d'essayer peut-être d'être plus agréable pour les habitants qui nous regardent. Bien évidemment, vous êtes libre de dire ce que vous avez à dire, mais si vous me voyez passer au point suivant, c'est vraiment pour éviter ces effets de ping-pong et faire en sorte que qu'on ne reste pas trop longtemps sur un point. Et je me permettrai de passer au point suivant ou de stopper une discussion qui serait beaucoup trop longue ou si nous tournons en rond, pour que, encore une fois, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, je voulais vous faire ce point-là. Nous l'avons proposé dans le règlement intérieur et on l'approuvera en septembre lors du prochain conseil municipal. Alors, nous allons donc passer, avant de passer également au point, et vous avez un point qui a été posé sur table. Je vous demande, est-ce que vous acceptez qu'il soit traité lors de ce conseil municipal en point supplémentaire? Oui, Monsieur Parodi. Oui, je vais essayer d'être court au vu de la déclaration précédente. On est un peu gêné. Alors, j'imagine que la présentation du point permettrait de comprendre le niveau d'urgence code rouge, encore plus rouge que la canicule. Simplement, il ne s'agit pas d'une délibération anodine. Aucune délibération n'est anodine, mais là particulièrement puisqu'elle instaure des droits. Notamment, par exemple, le droit pour la commune de signer une suspension de permis. Le nom technique m'échappe exactement. Ne pas avoir inscrit à l'ordre du jour de manière régulière, pas de malice dans mon propos, en tout cas dans l'ordre du jour officiel envoyé au conseil municipal dans les délais légaux, ce point ne figurait pas. Donc on est gêné puisque inévitablement ça va créer une fragilité juridique si cette délibération devait être adoptée. Donc vous êtes la majorité, c'est vous qui déciderez in fine si vous souhaitez que ce point soit inscrit à l'ordre du jour et plus encore adopté, mais au minimum, nous, on va s'abstenir sur son inscription à l'ordre du jour pour éviter de fragilité juridique. Et puis accessoirement, ça aurait été bien d'en parler en commission, éventuellement de réunir une commission en urgence et pas simplement de se retrouver en conseil municipal de cette manière. Bulleté Guillaume. Bonsoir. Alors, cette urgence, elle est liée à des informations qu'on a eues qui n'étaient pas dans les 7 jours. Donc, du coup, on vous demande de la traiter aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de pouvoir agrandir en fait, ce périmètre d'études, non pas sur une énorme surface, hein, on n'est pas sur une zone très très étendue à ce moment-là. Effectivement, je suis d'accord avec vous, ça aurait pu faire l'objet d'un point en commission urbanisme. J'aurais aimé qu'on ait ce point-là. C'est simplement une question de temporalité, on ne l'a pas eu à ce moment-là. De toute façon, ce périmètre n'est pas figé, il est amené à être évolué, et là, on pourra en parler en commission sans aucun problème et en débattre. Alors, pour remettre quelques éléments de contexte hein, pour tout le monde, finalement, on est en train de travailler sur une zone dans la ville qui permet, on appelle ça, d'avoir des sursis à statuer, c'est-à-dire qu'on protège, entre guillemets, quelques zones dans la ville pour éviter d'avoir des permis de construire qui arriveraient. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de se dire, on travaille sur cette zone et on veut pouvoir réfléchir à cette zone de manière à éviter d'avoir, de vraiment travailler de manière un petit peu, prendre le temps qu'on travaille surtout notre nouveau PLU qui aujourd'hui, il faut le savoir, est très permissive. Le fait de un peu sanctuariser ces zones-là nous donne du temps. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Alors on est tout à fait conscient que juridiquement, le fait de l'avoir posé sur table, on en est conscient. Donc on le revotera et je pense qu'on le repassera en septembre sans aucune difficulté. Mais et si vous voulez éviter la fragilité, parce qu'on est là sur de la protection de la ville, hein, je pense que si on le votait à l'unanimité, ce point
tout le monde et tous les habitants de Torigny nous remercieraient parce que clairement, on est sur de la protection. Si maintenant, vous préférez vous abstenir, vous pouvez, mais en vous abstenant, vous fragilisez encore plus ce point, sachant que notre objectif, c'est de le valider réellement définitivement en septembre, mais on ne voulait pas prendre le risque d'attendre septembre pour voter ce point. Mais après, vous serez effectivement libre de faire comme vous le voulez. Madame Després. Il faudrait être clair, en fait. Là, on en était à acceptez-vous que ce point soit mis à l'ordre du jour. Donc, c'est là-dessus que, pour l'instant, on a dit s'abstenir. Là, vous êtes en train de rentrer dans les débats, dans les explications. Est-ce qu'on est en train de faire les échanges qu'on aurait dû avoir en commission? Enfin, il faut être clair. Là, pour l'instant, on en est juste à est-ce qu'on le met sur table ou pas? Je répondais à la question de M. Parodi qui disait que... Non, justement, Ah, si, vous si. ne répondez pas à Alors, cette pardon, question. j'ai mal compris, mais dans la question, pour moi, c'était on veut bien en discuter, mais que si on sait exactement de quoi il en retourne. Donc, je reprenais sa phrase. Mais j'entends, il n'y a pas de problème. Donc, on reviendra sur ce point à la fin du conseil municipal et à ce moment-là, on statuera et vous me direz si vous voulez qu'on le mette à l'ordre du jour ou non. Et on le proposera à ce moment-là. Alors, donc... Ah, Monsieur Hamelin, oui. Pardon, ça ne s'allumait pas, je suis désolé. Moi, tout ça me semble totalement désordonné. Je ne comprends absolument pas ce qu'on est en train de faire. Je ne trouve pas ça sérieux du tout. Les périmètres d'études, ils ont été mis en place il y a plusieurs années. Il y en a eu 2 successivement. Là, on est en train de se précipiter au dernier conseil municipal sans qu'il y ait eu la moindre information, sans qu'il y ait eu la moindre discussion. On ne sait pas effectivement si on rentre dans le débat ou si on ne rentre pas dans le débat. On a des informations qui arrivent en début de conseil municipal. On nous dit ensuite qu'on va le traiter en fin de conseil municipal. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de mettre un peu de sérieux dans ces conseils municipaux, qu'il y ait un ordre du jour et qu'on le tienne, tout simplement. Alors, c'est tout à fait sérieux, puisque c'est une délibération extrêmement sérieuse et qui a un véritable impact sur notre ville, sur notre quotidien et sur nos habitations. Donc, on considère qu'elle est tellement sérieuse qu'on s'est dit qu'on n'allait pas attendre patiemment septembre et qu'on allait se permettre de vous la soumettre en espérant que vous puissiez comprendre autant que nous le niveau d'urgence de cette délibération. Encore est-il, si maintenant cela ne vous convient pas parce que nous n'avons pas pris les 7 jours, vous avez tout à fait le droit de ne pas demander à ce que ce point sera traité. En tout cas, moi, je le proposerai et je le soumettrai au vote dans un premier temps. Et puis ensuite, pour la proposition de cette notice de présentation. Et puis ensuite, on la soumettra au vote. Donc, je pense qu'en termes de sérieuxité, j'ai pas de sujet à ce niveau-là. Maintenant, vous avez le droit d'avoir l'avis que vous voulez. Monsieur Da Silva. Oui, j'aimerais juste savoir quelle est la différence, parce que là, comme ça, à brûle pour point, je ne vois pas exactement. Quelle est la différence avec les 2 périmètres d'études déjà existants? Il y avait celui de Claye, Gambetta, Cornillo, qu'on avait agrandi sur Victor Hugo et Clémenceau. Là, l'intitulé est quasiment le même, donc je voudrais savoir quelle est cette extension par rapport à ce qui existe déjà. Donc, si vous préférez, on peut travailler ce point maintenant. Je voulais vous laisser un peu le temps et le faire en fin de conseil, mais si cela vous arrange qu'on le fasse maintenant, on le fait maintenant pour que je puisse répondre à votre question. La première question était, vous avez un point sur table, est-ce que vous acceptez que nous le mettions à l'ordre du jour? On m'a demandé des explications, Monsieur Parodi me les a demandées, je les ai fournies, donc on va faire dans l'ordre. Vous avez un point sur table. Acceptez-vous de le mettre à l'ordre du jour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être avec les... Comment? Par contre. Alors on recommence. Qui vote contre? Donc 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. OK. Très bien. Je vous remercie. 5. Voilà. 5 d'un côté, voilà, et 5 contre et 4 abstentions. Très bien. Maintenant que nous avons vos voix et que nous avons la majorité pour pouvoir présenter ce point, je pense qu'on va terminer sur ce point. Donc, je ne sais pas si Guillaume, tu as quelque chose à ajouter sur ce point pour qu'on puisse passer au vote.
Donc, Madame le maire, mes chers collègues, la commune s'est engagée depuis plusieurs années dans une réflexion sur la requalification de son cœur de ville, notamment au travers des études conduites par la SPLA. Dans ce cadre, un premier périmètre d'études avait été instauré entre le centre-bourg et le pôle gare afin de permettre à la commune de mieux maîtriser les mutations urbaines sur un secteur particulièrement sensible, marqué notamment par des contraintes de circulation, de desserte, par la présence d'un patrimoine bâti à préserver. Ce périmètre a ensuite été élargi une première fois afin d'assurer une meilleure cohérence entre le centre-bourg et le pôle gare, d'anticiper les évolutions foncières et d'accompagner les futurs aménagements. Donc, depuis notre installation, nous avons repris l'ensemble de ces dossiers, nous avons rencontré les différents acteurs, étudié les contraintes, analysé les enjeux et commencé à construire une vision d'ensemble du devenir de notre centre-ville. Aujourd'hui, la commune n'a pas arrêté de projet pour le cœur de ville. Ce n'est pas le sujet du jour. Les arbitrages viendront lorsque nous disposerons d'une vision consolidée. En revanche, ce travail nous a permis d'aboutir à un constat. À mesure que notre connaissance du territoire s'est affinée, il est apparu que les limites du périmètre actuel ne correspondaient plus complètement à la réalité des enjeux urbains auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Les études menées et les éléments d'analyse dont nous disposons montrent que les mutations foncières concernent désormais un secteur plus large que celui couvert jusqu'à présent. Puisqu'aujourd'hui, la rue Gambetta n'était intégrée que partiellement au périmètre d'études, nous proposons donc d'étendre celui-ci à l'ensemble de cet axe, depuis sa partie haute jusqu'à la rue de Claye. Notre diagnostic va même au-delà. Il montre qu'une partie de la rue de Claye et de la rue Cornillo, située dans le prolongement direct du périmètre existant, connaît elle aussi une dynamique de mutation importante. Afin de conserver une vision cohérente du secteur, il nous apparaît nécessaire d'intégrer également ces parcelles au périmètre d'études. Le périmètre d'études n'est pas, selon nous, un dispositif figé. Il doit évoluer lorsque notre connaissance du territoire progresse et que les enjeux identifiés le justifient. Cet élargissement permettra à la commune de poursuivre sa réflexion à une meilleure échelle, de garantir la cohérence des futurs aménagements, de mieux maîtriser les mutations foncières et de construire un plan de circulation adapté aux enjeux de l'ensemble du secteur. Concrètement, cet outil permettra, lorsque les conditions prévues par le Code de l'urbanisme sont réunies, de prononcer un sursis à statuer pouvant aller jusqu'à 2 ans sur certaines demandes d'autorisation d'urbanisme. Ce délai donnera à la commune le temps nécessaire pour finaliser sa réflexion avant que des décisions ponctuelles ne compromettent la cohérence du projet d'ensemble. Notre responsabilité est d'anticiper ces évolutions plutôt que de les subir. Je souhaite enfin rappeler que cette délibération ne valide aucun projet d'aménagement. Elle ne décide ni de construire, ni de ne pas construire. Elle ne préjuge d'aucun choix futur. Aujourd'hui, nous ne demandons pas d'approuver un projet centre-ville, nous vous demandons de donner à la commune les moyens de poursuivre sereinement sa réflexion afin que les choix qui seront proposés à ce conseil municipal le soient dans une vision d'ensemble, cohérente et au service de l'intérêt général. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Monsieur Parodi. Alors, ce n'est pas une question, c'est une réaction à la déclaration qui vient d'être faite par Guillaume Bulté. Notre groupe n'ignore pas les questions de protection de la ville de Torigny. Ce qui a été dit tout à l'heure est un peu outrageant. Le débat n'est pas de savoir s'il y a des personnes autour de cette table et même au-delà qui ne souhaiteraient pas protéger la commune. Tout le monde, tous les groupes souhaitent protéger la commune au maximum des possibilités. Et d'ailleurs, tous les groupes, toutes les listes pendant les dernières élections municipales avaient dans leur programme la mise en révision du PLU, avec des appréciations différentes selon ces listes, mais toutes ont déclaré vouloir réviser le PLU. C'est bien qu'il y avait pour le coup une unanimité sur la volonté de faire progresser encore notre document maître d'urbanisme, à savoir notre PLU. Le groupe Ensemble pour Torigny ignore d'autant moins l'enjeu et les possibilités offertes par les périmètres d'études que c'est ce groupe-là, alors majoritaire, qui en a instauré un, puis deux, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Manuel da Silva, dans la commune. C'était aussi, mais pas simplement, une réponse à un projet immobilier extrêmement numériquement important en plein centre-ville. Pour être très concret, il y avait un projet de 400 logements qui existait en 2020. Et donc, la majorité d'alors a travaillé dans une temporalité qui a permis l'instauration de ces périmètres d'études et accessoirement de bloquer, par ce moyen comme par d'autres, ce fameux projet de 400 logements qui donc, comme chacun le sait, n'a pas existé et n'existe toujours pas, et existera probablement jamais.
Mais pour instaurer un périmètre d'études, il faut prendre le temps nécessaire, pas pour le plaisir, pas pour respecter des délais de 7 jours, de 5 jours, peu importe la durée. L'objectif, s'il est partagé, de protéger encore davantage le centre-ville, il faut le faire dans les règles, parce que sinon les promoteurs ils vont bien rigoler. Et ça va occasionner moult contentieux, avec le coût que ça peut représenter, mais aussi l'incertitude que ça amène pour les habitants de la commune de Torigny. Donc, quand on s'est exprimé tout à l'heure sur le fait qu'on était gêné par le dépôt sur table de cette délibération, encore une fois, on nous attribue le mauvais rôle de rappeler, mais vous l'avez fait vous-même, que cette démarche et cette manière de faire amènent la fragilité. Vous avez même ajouté, Madame le maire, que vous referiez voter dans les bonnes formes en septembre. Vous, en disant cela, vous, de facto, soulignez le fait que cette délibération, elle comportera, on va dire fragilité juridique pour ne pas dire illégalité. Il appartiendra aux instances compétentes de le juger. Mais en tout cas, ça ne protégera rien du tout. Donc nous, on veut protéger réellement. Ça veut dire que vous avez la possibilité de reconvoquer un conseil municipal dans les prochains jours pour adopter cette délibération. Et puis, si vous n'avez pas prévu de conseil municipal ou que vous ne souhaitez pas le convoquer dans les formes, eh bien, convoquez un conseil municipal dès que possible à la fin de l'été. Et dans ces conditions-là, l'unanimité, vous la trouverez. Vous l'avez déjà, puisque j'ai rappelé que tous les groupes étaient d'accord pour augmenter le niveau de protection de la ville. Faisons-le dans les bonnes formes, dans les bonnes conditions, pas pour afficher qu'on protège, mais pour le faire réellement. Je vous remercie. Fabrice Amelin. Merci. Oui, ça va rentrer en contradiction, et ça entre en contradiction avec votre préalable, qui est de dire de ne pas lancer des débats. La boîte à outils urbanistique présente de nombreux instruments. Le périmètre d'étude est un de ces instruments. Le périmètre d'étude n'a absolument aucune vocation à empêcher. En fait, l'intérêt du périmètre d'étude, c'est justement de construire, de proposer et de faire. Donc en fait, il y a un mésusage de cet outil dans le cadre que vous proposez là. C'est ça qui m'agace profondément parce qu'on ne va pas avoir le temps d'en discuter. Il y a un mésusage, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas argumenter en termes d'urgence pour la mise en place d'un périmètre d'études, parce que le seul enjeu d'un périmètre d'études, c'est justement de construire collectivement quelque chose qui va permettre effectivement une urbanisation maîtrisée de la part de la commune. Donc votre argument, en fait, il est en contradiction vraiment avec ce type d'outil, et ça, c'est dommage. Deuxième élément, c'est qu'un périmètre d'études, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les acteurs économiques et ça a des conséquences évidemment sur les habitants. Parce que sur les zones que vous allez passer de manière précipitée en périmètre d'études, il y a des gens qui habitent, qui ont peut-être des projets individuels, qui n'ont pas connaissance du projet de la municipalité et qui ne vont peut-être pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc si vous voulez construire quelque chose de positif, d'harmonieux pour l'ensemble des Torigniens, eh bien c'est à travers les propositions que vous allez faire, mais ce n'est pas à travers des propositions déplacés, inadaptés et qui visent surtout à gérer en fait un manque d'anticipation. Donc moi il me semble qu'on est complètement à côté des arguments que vous proposez à travers cet outil-là. Il y en a d'autres qui sont plus pertinents dans ce cadre-là. Je vous remercie. Tu veux répondre, Guillaume? Non, mais je pense que j'ai été suffisamment clair dans mon propos. L'idée, c'est pas forcément de stopper. L'idée, c'est de se donner du temps, justement. Donc là, vous nous permettez, en votant cette délibération, de donner du temps. Il y a une urgence. Sinon, on ne l'aurait pas fait en remise sur table. C'est un outil pour nous permettre d'avoir du temps et de la réflexion. Non, mais on n'est pas dans les mêmes temporalités qu'une révision de PLU, on est bien d'accord. C'est sûr que quand le PLU sera modifié comme nous le voulons, nous n'aurons plus besoin d'avoir ce type d'outils car on aura travaillé sur la ville et on saura à quel endroit on veut des immeubles, à quel endroit on n'en veut pas. Aujourd'hui, dans l'urgence, que vous le vouliez ou non, on fait
cette délibération parce qu'on sait exactement pourquoi on l'a fait. Maintenant, vous pouvez comprendre que de l'extérieur, vous ne le savez pas, mais il n'y a pas de problème, j'entends. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, nous, on avance pour l'intérêt général. Il n'y a que ça aujourd'hui qui est notre boussole. Et donc, il y a besoin de faire cette délibération aujourd'hui, qui sera refaite également en septembre pour s'assurer. Maintenant, vous avez tout à fait le droit de... C'est notre choix, voilà. C'est notre choix. Maintenant, vous avez tout à fait le droit de vous l'avez fait, hein, voter contre et vous abstenir, donc il n'y a pas de problème. Madame Després. Moi, j'ai écouté effectivement M. Bulté. On nous dit qu'il y a eu des études menées, qu'il y a eu des éléments d'analyse. Et en même temps, on nous dit que vous avez découvert les éléments d'urgence il y a moins de 7 jours, que du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas pu faire de commission. Donc, clairement, ce n'est pas cohérent du tout. Et quand en plus, on nous met sur table un plan dont, désolé, hein, la légende est illisible, donc c'est absolument impossible, là, en 5 minutes, de comprendre quelle est l'urgence. Voilà, vous pouvez le montrer, effectivement. Vous nous dites qu'il y a urgence. Vous utilisez effectivement un outil qui est inadapté parce que ce n'est pas un outil qui répond à une urgence. C'est un outil qui permet de travailler dans le long terme et c'est bien pour ça qu'on l'avait posé, nous. Donc, moi, j'entends que des choses totalement incohérentes. Donc, vous voulez le mettre sur table ce soir et puis le revoter en septembre parce que vous êtes consciente et vous le dites qu'en le mettant sur table ce soir, c'est fragile. Faites-le. Mais clairement, vous avez les études, vous avez les éléments d'analyse, vous aviez de quoi être un peu plus explicite et le proposer en amont. Très bien, je vous remercie. Alors, nous allons pouvoir passer au vote. Alors, donc, concernant ce périmètre d'études élargi, donc, vous demandiez des précisions. On parle de la rue Gambetta, on parle d'une partie de la rue Clay et rue Cornillot. Voilà, ce sont ces 3 rues que nous désirons ajouter dans le domaine de protection. Qui vote contre? Donc, la totalité de l'équipe de Thibaut Guillet. Voilà. Qui s'abstient? Ensemble pour Torigny entièrement. Je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir passer aux points qui sont à l'ordre du jour. Alors, il s'agit dans un premier temps donc d'un point finance avec une adhésion au FSL. Je le présente ou tu vas? Vas-y. C'est bon? Bonjour à tous. Alors, Madame le maire propose au conseil municipal une convention annuelle avec le conseil départemental de Seine-et-Marne relative à l'adhésion de la commune au fonds de solidarité logement. Le FSL apporte une aide financière individuelle aux ménages en difficulté afin d'accéder au logement ou de se maintenir à domicile. De plus, ce fonds peut également régler les factures d'énergie. Enfin, il soutient les structures d'insertion effectuant de l'accompagnement social lié au logement. Depuis 2013, la cotisation est fixée à 0,30 par habitant. Ainsi, l'adhésion demandée dans la convention pour l'année 2026 s'élève à 3 162 €. Cette dépense est inscrite au budget primitif 2026. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention d'adhésion au fonds de solidarité logement avec le conseil départemental ainsi que tous les documents afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Mérard. Oui, j'avais 2 petites questions. Donc, la gestion du FSL est assurée par une association Initiative 77, à ma connaissance. Serait-il envisageable de prendre connaissance du rapport d'activité de cette dite association? Ça, c'est le premier sujet, la première question. Et ma deuxième question, envisagez-vous, parallèlement à cette subvention qui est versée de manière récurrente chaque année, de mettre en place au niveau de la collectivité des commissions d'impayés locatifs en partenariat avec les bailleurs sociaux qui sont implantés sur notre territoire, afin d'une part de prévenir les expulsions et le maintien à domicile des habitants, des locataires, et éviter les procédures contentieuses. Je vous remercie. Alors,
concernant la commission d'impayés locatifs, c'est une très bonne idée. Ça serait bien. On est en train justement de tenter de rencontrer la totalité des bailleurs de la commune pour pouvoir avoir un véritable échange et un vrai travail partenarial sur les logements qui se libèrent, comment travailler avec eux pour placer nos dossiers en priorité, parce que le contingent de la ville est assez réduit. Finalement, on a très peu d'attributions possibles et on veut essayer de voir avec eux comment est-ce qu'on peut travailler d'une manière différente. Et effectivement, à ce moment-là, leur demander s'ils ont connaissance de locataires qui ne payent pas leur loyer et qui sont en difficulté, pour qu'on puisse de notre côté les accompagner. Donc ça fait partie effectivement du travail partenarial qu'on tente de mettre en place. On n'en a rencontré qu'un pour l'instant, c'est pas évident, mais en tout cas, on ne désespère pas pour les rencontrer tous un par un. Ensuite, pour le rapport d'activité d'Initiative 77, on peut le demander. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comme je siège au département et que je préside toutes les commissions d'attribution logement du Nord Seine-et-Marne, je peux vous dire que le FSL est utilisé, tellement utilisé et que finalement les fonds du département ne sont même pas suffisants pour aujourd'hui accompagner la totalité. Parce que dans ces commissions d'attribution, dès qu'on voit que des locataires ont des salaires fragiles, le FSL est proposé d'office. Ensuite, une autre commission derrière l'attribuera ou non, mais il faut savoir qu'il y a vraiment une proposition d'FSL quasi systématique dès qu'on trouve un locataire qui est en fragilité. Mais on pourrait essayer d'avoir une idée du nombre exact sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Non. Je vous remercie. Donc nous allons pouvoir passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le prochain rapport concerne le FSRIF. Donc, c'est le rapport de Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu sais toi, Patricia? Allez, vas-y. Alors, on a fait une synthèse du rapport que vous avez reçu de 18 pages, parce que je pense que lire 18 pages, ça prendrait beaucoup de temps. Depuis le 1er janvier 1991, le FSRIF, alors j'ai du mal avec les F, contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France qui supportent des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. La répartition des crédits est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région comprenant la présidente du conseil régional, les présidentes des conseils départementaux, la mairie de Paris et 3 présidents de PCI et 13 maires élus par leur pairs. L'article L2531-16 du Code général des collectivités territoriales impose au maire d'une commune bénéficiaire de présenter chaque année, avant la fin du 2e trimestre suivant la clôture de l'exercice, un rapport sur les actions entreprises grâce à cette dotation. Ce rapport doit être ensuite notifié à la préfecture. La dotation perçue en 2025 était de 476 253. La dotation perçue en 2024 était de 485 799. La dotation perçue en 2023 était de 602 187. La dotation est ainsi en baisse constante depuis deux exercices avec un recul d'environ 21% entre 2023 et 2025. La municipalité souligne que ces recettes, lorsqu'elles ne sont pas directement affectées, participent à pérenniser et à développer l'ensemble de la politique sociale communale décrite dans les chapitres suivants. À la fin de la lecture de ce rapport, conformément à l'article L2531-16 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport sera notifié à la préfecture de Seine-et-Marne à l'issue de son adoption au conseil municipal. Chaque élu interviendra pour présenter le thème relevant de ses fonctions. Je cède à présent la parole à Magali Naudin. Bonsoir. Donc, je vais vous parler de la politique tarifaire communale et au soutien aux familles. La commune propose de nombreux services tarifés selon le quotient familial. On les connaît, la restauration scolaire, l'accueil des loisirs, le service petite enfance, les séjours jeunesse et également les séjours seniors. Les usagers ne payent ainsi qu'une fraction du coût réel de chaque prestation. Il est important de souligner que les tarifs n'ont pas été augmentés depuis 2015. Donc ainsi, elle est restée, par exemple, les repas, le périscolaire, les UTA sont restés identiques. Les dispositifs de soutien financier que je peux vous citer sont la participation au Pass Navigo, qui a été en 2025 de 12 646,60 €. Les chèques Torini Loisirs, il y en a eu 2 859. Il y a eu 546 enfants bénéficiaires.
Je passe la parole. À Leïla. Alors, le CCAS. Le CCAS anime une action générale de prévention dans la commune, une liaison étroite avec les institutions, merci Michel, publiques et privées. Il propose aussi un accompagnement social des publics fragilisés. Il assure différentes missions directement orientées vers la population et notamment l'accueil des informations du public. Le CCAS reçoit les Tauriniens ayant besoin d'une information, d'une orientation, d'une écoute, d'une aide administrative ponctuelle. En 2025, près de 2500 accueils physiques et téléphoniques ont été effectués sur les sujets suivants: les seniors, l'accueil, le social, le logement et divers selon la demande principale de la personne. La domiciliation des personnes sans domicile stable, l'accompagnement social des Tauriniens en difficulté par la mise en œuvre de suivi individualisé, aide aux démarches administratives, une orientation vers le service partenaire, attribution d'aides ponctuelles, aides alimentaires, d'urgence et d'autres aides financières comme le loyer, l'électricité, les frais médicaux, aide accordée après évaluation sociale et examen du dossier. En commission. En 2025, le montant total des aides allouées par le CCAS s'élève à 13 094 €. Dans une logique de prévention des risques sanitaires liés aux épisodes de forte chaleur, le CCAS a permis à toutes les personnes fragiles et isolées, âgées en situation de handicap, de s'inscrire sur le registre nominatif des personnes fragiles isolées. Ce dispositif est renforcé en période estivale. Aussi, afin d'agir en faveur de la lutte contre l'isolement social et du maintien à domicile des seniors, le CCAS propose un service de portage de repas à domicile. 17 096 repas ont été livrés en 2025. Un service de navette qui a pu être maintenu malgré les contraintes budgétaires, 2 sorties et un voyage à destination des seniors, 800 colis de fin d'année, 225 repas de fin d'année également. Un programme d'activité en faveur de bien vieillir, gym douce, atelier de prévention, temps de loisirs, de convivialité à l'occasion de la Semaine Bleue, des visites de convivialité réalisées par les bénévoles du CCAS. En ce qui concerne le logement d'urgence, au premier étage du pôle solidaire, ancienne poste, intégrant les bureaux du CCAS, 3 appartements, 1 de T1 et 2 de T3, sont mobilisés au titre de logement d'urgence. Ils ont pour vocation de répondre aux besoins du logement des personnes en fonction de leurs difficultés sociales. Il s'agit d'une solution temporaire offerte à des personnes sans logement, aux familles en difficulté ou aux personnes en précarité, afin de leur permettre de retrouver un toit de façon temporaire et d'engager les démarches nécessaires. Il peut également s'agir de répondre à une nécessité de mise à l'abri immédiate, inondations, incendies, violences conjugales, etc. Le bilan en 2025 est de 3 familles accueillies. Le logement social, le service logement est intégré au CCAS. Les demandeurs sont reçus sur rendez-vous afin de leur donner des informations les plus complètes sur le parcours et la demande de logement de manière générale. Pour 2025, 355 demandes ont été enregistrées par le service logement. Première demande et renouvellement confondus. Merci Leïla. Anne Courrier. Bonsoir. Alors, concernant le soutien au lien social à travers la vie associative, le budget total alloué à la vie associative en 2025 a été de 113 700 €, dont une aide directe au fonctionnement des associations à hauteur de 82 800 €. Tous les secteurs sont concernés, le sport, le loisir, la culture et la vie de quartier. Une trentaine d'associations ont bénéficié de subventions directes en 2025. Depuis 2021, chaque association signataire s'engage via la charte de la laïcité en complément d'une convention d'objectifs et de financement avec la ville. Au-delà des subventions, la commune met à disposition des équipements tels que l'esplanade, la maison des associations, principal équipement accueillant les activités régulières et occasionnelles, mais également le moustier, le parc des sports, le hangar 4 et le gymnase du Moulin à Vent. Un poste dédié aux relations avec les associations, créé en juillet 2020,
a désormais un caractère permanent et constitue un véritable service vie associative consolidé au sein du pôle éducation, vie locale, solidarité. Très bien. Magali. Maintenant, le point petite enfance. Donc, il y a le multi-accueil situé au centre d'accueil de l'enfant. Il est agréé pour 44 enfants. Il y a l'accueil collectif et familial. L'accueil collectif fonctionne, lui, du lundi au vendredi et il est fermé les mercredis et lui accueille 20 enfants à partir de 12 mois. L'accueil familial, lui, est ouvert 5 jours, de 7h à 19h. Ce sont les assistantes maternelles de la ville. Elles peuvent accueillir 24 enfants dès 2 mois et demi. Ces assistantes maternelles sont agréées par la PMI et donc employées par la ville. Il y a également une psychologue qui intervient 2 journées par mois pour accompagner les enfants, les familles et les professionnels. Il y a aussi le relais petite enfance, dit RPE, et le LAEP, le lieu d'accueil enfants-parents. Le RPE est ouvert depuis 2024 et réouvert depuis 2024. C'est un guichet unique de la petite enfance et il propose des ateliers, des temps de rencontre et il s'adresse principalement aux assistantes maternelles agréées. Le lieu d'accueil enfants-parents, dit LEP, c'est un lieu anonyme et sans inscription dédié aux futurs parents et aux enfants de 0 à 4 ans. C'est un soutien à la parentalité. Et depuis son ouverture, le LEP, LAEP, a accueilli 42 familles. Concernant l'éducation et les activités périscolaires, la convention territoriale globale a été signée avec la CAF le 1er décembre 2022. Elle succède au contrat enfance-jeunesse et elle engage les partenaires jusqu'au 31 décembre 2026 à l'échelle de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire. Une CTG a une logique de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants, de manière générale. Pour vous donner à titre d'information, le service scolaire, pour la rentrée 2025, avait 14 personnes sur la masse salariale. La Caisse des écoles a, elle, eu une subvention de 70 000 €. Concernant le service périscolaire, il y a aujourd'hui 3 centres en 2025 qui ont été ouverts. Un budget total de 165 897,03 € de fonctionnement, donc avec les repas compris. Donc, il y a le coût des repas dedans. Plusieurs actions ont été menées pour favoriser le vivre ensemble, des activités passerelles avec la team 117. Et également un temps fort de 2025 dont je peux vous parler, c'est une journée sur le thème du handicap et un projet intercentre inspiré d'une comédie musicale. Il y a également le dispositif Coup de pouce qui a bénéficié en 2025 à 30 enfants pour un coût estimé de 43 000 €. Je vous remercie. Alors, concernant les animations et la vie locale, donc on a eu le village estival, les tours estivales. Donc cette édition 2025 a regroupé plus de 2500 usagers avec en moyenne 200 personnes par jour. Cette édition a proposé une baignade surveillée dans un bassin de 50 mètres carrés, seule piscine provisoire gratuite accessible en Seine-et-Marne, des jeux gonflables gratuits, un espace buvette en partenariat avec une junior association, un espace scénique avec des grands jeux le vendredi et des concerts le samedi. L'ensemble des services, culture, événementiel, jeunesse et sport, centre social, ainsi que les services techniques et la police municipale sont mobilisés. Alors, autre temps fort de l'année, le forum de rentrée qui a compté plus de 700 visites. Il y a eu la journée d'Halloween, le 31 octobre, qui a compté près de 500 participants. Le marché de Noël artisanal, donc sur 10 jours avec Marne-et-Gondoire, plus de 60 commerçants, jusqu'à 10 000 personnes le samedi. Le carnaval, plus de 600 participants. Et la chasse aux œufs en avril dernier, donc plus de 450 enfants. Concernant jeunesse et sport, sur la partie jeunesse, la ville dispose aujourd'hui de 2 structures. La team 117 pour les 11-17 ans et un accueil dédié aux jeunes de 16 à 25 ans. Concernant l'accueil des 16-25 ans,
c'est axé essentiellement sur l'accompagnement. Il y a également une adhésion au réseau départemental de l'information jeunesse et le recrutement d'un formateur jeunesse. 20 jeunes ont obtenu dans le BAFA la première partie, qui est essentiellement le stage, et 16 jeunes ont été jusqu'à la 3e étape. La bourse au permis, 10 bourses ont été proposées en 2025, montant réévalué à 700 € et âge d'éligibilité abaissé à 17 ans en 2026. Côté team 117, l'accueil est possible jusqu'à 18 élèves pendant la période scolaire, mais également pendant les vacances scolaires. Il y a eu la création du concours Best Singer. 20 jeunes ont participé de 11 à 17 ans, avec 3 gagnants qui ont pu être accompagnés en studio d'enregistrement. Il y a eu le renouvellement de la Junior Association, partenariat avec le Collège du Moulin à Vent, où 2 heures hebdomadaires sont proposées aux collégiens et qui inclut dedans l'organisation du bal de fin de 3e et le projet Passerelle pour l'immersion des CM2 vers le collège. Très bien. Concernant le service des sports, la commune est inscrite pour la ville active et sportive. L'école municipale des sports des 3-11 ans est encadrée par 2 éducateurs diplômés et a été réorganisée en 2 créneaux séparés par tranche d'âge. Il y a un partenariat qui existe avec l'éducation nationale concernant le rugby, le tennis, le sport d'opposition dans 3 écoles. Nouveau dispositif aussi sur le savoir rouler à vélo pour les classes de CM2. Des stages sportifs plus des sorties pour les 11-17 ans pendant les vacances avec engagement sur la semaine complète. Un espace de musculation est accessible à tous pour 5 € par an et des créneaux en futsal sont également proposés de façon gratuite. Gym douce pour le public senior en lien avec le centre social. En termes de grands événements sportifs, il y a la course des couleurs, Journée internationale des droits des femmes, qui se fait en partenariat avec une association de prévention du cancer du sein, les Taurignades, où 300 enfants ont été présents, tous les CM2, les 4e du collège et une classe du lycée, le trophée des champions et la soirée des bénévoles, et enfin la fête du sport ouverte à toutes les familles. Concernant les équipements sportifs, En fait, le rapport est entièrement disponible, voilà, parce qu'on va peut-être pas le lire entièrement, il est quand même assez long. On a largement pris le temps de valoriser tout le travail qui a été fait en 2025, parce qu'on est effectivement sur l'année 2025. Ce fonds que nous devons toucher de la région, justement, est en fonction de tout ce qui a été fait sur 2025. Donc c'est pour ça qu'on vous le présente et qu'il sera évidemment disponible. La ville va pouvoir toucher normalement 485 799 €, contrairement à l'année d'avant où elle avait touché 602 000 €. Donc on a presque 120 000 € d'écart, mais bon, c'est déjà très bien et on va avoir besoin de ce montant-là. Donc est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Oui, Lorraine Després. Oui, alors ce fonds, il a déjà été touché puisque ça concerne 2025. Non, ce n'est pas une question. Je voulais simplement vous remercier d'avoir fait une longue énumération. En général, on faisait plus court, nous, parce que justement, on se disait que le rapport était disponible. En tout cas, voilà, je note qu'on aura les habitants pourront écouter la longue liste de tout ce qu'on a pu mettre en place les années précédentes. Moi, enfin, si j'ai quand même une question, c'est qu'on s'interroge sur la pérennité de ces actions. Évidemment, on en discutera dans les mois et à venir, mais voilà, ce sont des actions qui sont chères aux Taurigniens et on sera vigilant à ce qu'elles soient pérennes. Et puis, je voulais rappeler, parce que ça ne l'a pas été dit non plus, c'est pas pour rien qu'on touche ce fonds de solidarité de l'Île-de-France. C'est bien parce que la commune de Taurigny est une commune considérée comme ayant moins de recettes que d'autres communes qui, elles, dotent ce fonds de ces montants. Donc je pense que c'était important de le rappeler aussi. C'est bien un fonds de solidarité qui est versé aux communes qui ont moins de recettes que d'autres communes. Je vous remercie, très bien. Monsieur Hamelin? Non, Monsieur Mirard.
Oui, non, simplement pour compléter les propos qui ont été dits, effectivement, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France, c'est un système de péréquation. En fait, les villes plus riches contribuent pour les villes les plus pauvres qui ne bénéficient pas de recettes, qui ont des charges sociales élevées et des ressources fiscales insuffisantes. Donc, c'est vraiment un système de solidarité. Donc, on peut dire qu'à ce titre-là, la France reste une république sociale et son ADN est la solidarité. Effectivement, je pense qu'il faut continuer dans ce sens et donner plus à ceux qui ont moins. Ça, c'est le système de solidarité qui prévaut et qui est inscrit dans la Constitution. Simplement, cette année, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France a rapporté un peu plus de 400 000 euros. Qu'en est-il du potentiel financier de la collectivité aujourd'hui? Est-ce qu'on s'achemine vers une baisse ou pas de cette subvention? Ça, c'est le premier point. Et vous avez énuméré un certain nombre d'actions qui ont été développées, déployées par les services, et c'est plutôt une bonne chose. Mais la question que je souhaiterais poser, c'est combien ça a coûté? Ça a coûté l'ensemble de ces services, combien ont-ils coûté à la collectivité en termes de dépenses globales pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions? Voilà, merci. Alors, pour répondre à plusieurs questions, alors effectivement, en 2025, ça a été versé, mais là, on fait le bilan de 2025 pour pouvoir le toucher en 2026. Donc, on fait bien ce bilan aujourd'hui. D'ailleurs, on était sur des dates limites de rapport. Donc, voilà. Donc là, ce bilan est important pour pouvoir toucher ces fonds en 2026. Concernant, ensuite, vous m'avez demandé, oui, est-ce que ça allait baisser? Alors, c'est des dotations d'État. C'est des fonds d'État. Donc là, je pense que personne ne s'attendait déjà qu'on passe de 602 à 485 000 euros. Est-ce qu'on est capable de vous dire que l'année prochaine, on aura le même montant ou on aura moins? En fait, on ne peut pas le savoir. Comme je sais que souvent, ils baissent les dotations aux collectivités. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire quel sera le montant qui sera doté et lequel on mettra dans le budget de 2027. On essaiera d'être le moins disant possible pour éviter d'avoir de mauvaises surprises si on le dotait de trop, mais voilà, on essaiera d'aller à la pêche aux informations, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire ce qui sera diminué. Si je peux me permettre, ce ne sont pas des fonds d'État, ce sont des fonds de la région Île-de-France. En fait, la DSU, ce sont des fonds de l'État, mais par contre, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France, c'est une dotation spécifique à la région Île-de-France. Alors, je me suis justement renseignée parce que c'est la question. Oui. Ouais. Voilà, je me suis renseignée, c'est exactement la même question que je me suis posée, mais ce sont bien des fonds d'État donnés à la région et la région les redistribue derrière. Bon, en tout cas, c'est ce que les services m'ont expliqué pour ce fonds. Si vous avez d'autres informations, je vous en prie. Vas-y. Ah, pardon. Oui, voilà, ça marche. Non, c'est pas la région Île-de-France au sens de l'institution régionale qui perçoit et qui verse. C'est un mécanisme à l'échelle de la région Île-de-France. Et en fait, ça répond à votre point sur l'anticipation de l'évolution de ce fonds. Il a déjà diminué, ça a été souligné ces 2 dernières années, pas parce que Torigny a moins de besoins, mais parce que le fonds lui-même, le produit lui-même du fonds, se réduit. Donc il y a un gâteau qui est plus petit, avec toujours autant de parts à découper, à distribuer. Donc il y a un effet mécanique, et le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Il nous dépasse très largement. On peut d'ailleurs espérer souhaiter que quelles que soient les majorités qui sortent des élections générales de l'année prochaine, cette question elle soit mise sur la table, parce que c'est un vrai problème à l'échelle de l'Île-de-France. Et on le voit bien, les besoins sont considérables, et 100 ou 150 000 euros à l'échelle de Torigny, c'est énorme. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, Karim, combien ça coûte? En fait, ça coûte 12 millions. C'est le budget de fonctionnement. Alors évidemment, il y a certaines parties du budget de fonctionnement, notamment le budget technique, qu'on ne peut pas relier directement à ces actions-là. Et encore, parce qu'entretenir un équipement public, ça participe de la vie de cet équipement, et donc très indirectement, mais quand même, au lien social, c'est une ressource non affectée. Ce n'est pas une subvention. Tout à fait, merci. Donc c'est bien un fonds d'État, c'est pas 12 millions parce que c'est plutôt... C'était trop long apparemment, c'est ça? Ça ira très bien.
c'est un fonds d'État, c'est pas 13 millions ou 12 millions, parce que dans les dépenses de fonctionnement, on a les charges de la dette, on a également les salaires des personnels. Donc, on va dire que c'est Ça en fait partie. Ça fait plutôt partie de l'enveloppe qui est effectivement adressée. Ça en fait partie, puisque quand vous avez des assistantes maternelles de la ville qui occupent des places, vous ne pouvez pas prendre permettent des places en 100% crèche. des charges de personnel dedans. Mais bon, on ne va pas débattre sur ce sujet en Non, attendant. ce n'est pas un débat, c'est pour être précis, pour que les habitants comprennent que cette ressource, elle ne permet pas les actions, elle y contribue. Tout à fait. Et la question qui a été posée tout à l'heure par ma collègue Lorraine Després, pour l'instant, vous n'y avez pas répondu. Quel est le devenir, la pérennité de toutes ces actions que vous semblez saluer depuis quelques minutes, car effectivement, elles sont particulièrement utiles aux habitants de Torigny. Eh ben, on en reparlera quand on présentera notre propre programme dans un an et on pourra en débattre sans aucune difficulté. Oui, vous inquiétez pas, on travaille ardemment dessus. Oui, tout va bien. Merci à vous. Alors, donc nous allons pouvoir passer au vote concernant ce rapport, l'approbation de ce rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il s'agit là d'un rendu compte sur les régies. C'est toi aussi, Patricia, ou j'y vais? Ok. Donc il n'y a pas de vote. C'est une écriture en fait où on passe un virement de 1 000 € du chapitre 65. C'est une subvention de fonctionnement concernant les autres communes qui est d'un montant de 1 000 €. Il s'agit de la cantine pour les enfants, les factures envoyées pour les enfants de Pomponne. Donc c'est juste un jeu d'écriture où on change de ligne concernant ces 1 000 €. Y a-t-il des questions? Ok, très bien. On peut passer au point suivant. Rendu compte... Alors, pardon, là, c'était fongibilité des crédits, ce que je viens d'évoquer. On va passer maintenant au rendu compte sur les régies. Donc là, il s'agit tout simplement de vous dire que nous avons ajouté un moyen de paiement pour les familles qui sera par carte bancaire. Donc c'est également un rendu compte. Y a-t-il des questions? Non. Ok, très bien, je vous remercie. Donc il s'agit maintenant des marchés publics, rendu compte des différentes factures supplémentaires, notamment le gymnase. Olivier Thiesson. Bonsoir. Donc, il s'agit de différents avenants dans le cadre de la réhabilitation du gymnase pour différents, notamment la rénovation thermique essentiellement, tout ce qui est l'eau, plomberie, sanitaire. Je ne vais peut-être pas vous en faire toute la liste, vous l'avez sous les yeux. Si vous avez éventuellement des questions dessus, on aura encore un avenant prochainement concernant l'ascenseur dans un prochain conseil municipal. Effectivement, pas mal de mauvaises surprises et des travaux supplémentaires qui sont ajoutés parce que pas comptabilisés au démarrage. Donc voilà, on continue à signer ces avenants et là, il faut que ce gymnase aboutisse une bonne fois pour toutes et qu'on puisse passer à autre chose. Y a-t-il des informations ou des questions? Et là, on est juste en rendu compte, donc il n'y a pas de vote. Troisième point, c'est une convention que nous voulons signer avec Marne-et-Gondoire pour la tranche 2 de la rue Maréchal Gallieni. La première tranche avait été effectivement effectuée et terminée, sauf que la deuxième tranche n'avait pas été budgétée et n'était pas réalisable avec les finances de la ville et ce qui restait. Donc nous avons demandé à Marne-et-Gondoire de malgré tout terminer cette rue pour éviter de laisser les habitants dans la poussière pendant quelques temps, d'avancer et de terminer. Et la convention nous permettra d'être refacturés en janvier 2027 lorsque nous serons sur un nouveau budget. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Monsieur Parodi. Oui, alors ce n'est pas une question, c'est une déclaration de notre groupe. Donc une convention va pouvoir être signée. Le Conseil communautaire a délibéré le 29 juin. Le Conseil municipal de Torigny est en passe de délibérer dans quelques minutes. En fait, c'est banal. C'est extrêmement banal. Il est extrêmement courant que des collectivités entre elles signent ce genre de convention. Donc,
l'argustie, pour employer ce terme, qui consisterait à dire que ce serait parce que le budget Torrini étouffe, n'est pas capable, ne peut pas. C'est évidemment pas ça le problème. La question, elle est purement technique. C'est une organisation des choses, du rythme de facturation, de qui paye et à quel moment et qui conduit les travaux. Et c'est la collectivité la plus importante. Ça se fait partout en France et en Navarre. Ça n'a rien à voir avec des questions budgétaires. Pas rentrer dans les débats de budget, parce que Merci. je crois que j'ai atteint le maximum de mon quota de parole de ce soir. C'est ça, Madame le maire? Absolument pas, juste par thème. Merci, Monsieur Parodi. Ah oui, par thème. Monsieur Michel Louchard. Oui, eh bien, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé, notamment cette décision, visiblement, de faire 2 poids 2 mesures entre le premier tronçon de la rue Gallieni et le deuxième, alors que, à ma connaissance, tous les riverains de l'ensemble de la rue paient les mêmes impôts. Donc, quand on a découvert, donc, après les élections, qu'il y avait ces 2 poids 2 mesures, moi j'avoue que je n'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Donc, la meilleure des solutions, me semble-t-il, c'était bien soit de décider lors de la précédente mandature que nous n'avions pas le budget suffisant pour faire la deuxième partie de la rue. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marne et Gondoire, donc, soutient, et bien entendu, c'est une obligation, et, subventionne la première partie des travaux, à savoir l'assainissement à proprement parler de l'ensemble de la rue. Bon, ça a été fait, c'est terminé pour l'ensemble de la rue. Et ensuite, c'est effectivement à la commune de remettre en état cette rue. On peut aussi ne rien faire, c'est-à-dire juste reboucher les trous. Ce que j'ai compris, mais encore une fois, peut-être n'ai-je pas bien compris, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il avait été décidé que la première partie de la rue Gallieni, c'est-à-dire celle qui va jusqu'au croisement avec la rue de la Paix, serait refaite bien comme il faut. C'est le cas. Et les riverains sont très contents. En revanche, et là je suis désolé, Monsieur Parodi, il me semble bien qu'il y a des questions budgétaires là derrière, sauf à ce que, encore une fois, je n'ai pas bien compris. Bref, en revanche, les riverains de la deuxième partie de la rue, c'est-à-dire de la rue de la Paix jusqu'à l'allée du Château, eux, ils étaient vraiment à la portion congrue, c'est-à-dire on se contente de reboucher les trous. Bon, je suis désolé, moi, en tant qu'à la fois référent du quartier et riverain également, je ne peux pas accepter ça, et même sur le plan global, au niveau de l'équité globale pour l'ensemble des habitants. Bref, donc, je pense que, et merci Madame le maire, le fait d'avoir trouvé cet aménagement avec Marne et Gondoire est vraiment la bonne solution. Et puis, de manière générale, et je conclurai là-dessus, j'ai beau chercher, j'arrive pas à comprendre la justification technique à cette décision qui est de dire, bon, à la limite, si on n'a pas le budget immédiat, on repousse les travaux de rebouchage, pas de rebouchage, mais de mise en conformité de la rue, donc dans 2 ou 3 ans. Mais ça reviendrait quelque part à payer 2 fois plus cher à cause de l'inflation, bien sûr, et de la dégradation de la chaussée. Donc, ne pas faire ces travaux en continu, pour moi, c'était programmer un gaspillage de l'argent public. Donc, je souscris totalement à la décision qui a été prise là. Je voulais quand même donner ce commentaire de la part des riverains que je représente aussi. Merci. Merci Michel. Donc, effectivement, il ne s'agit pas juste d'une convention comme il se fait partout. Il s'agit bien de réussir à terminer une rue qui coûte plus de 350 000 € à la commune et qui n'avait pas été du tout budgétée parce que, faute de demandes de crédit tellement important qu'aujourd'hui la ville n'avait pas les reins solides, et vous l'aviez vous-même, puisque vous savez, on a des mails de votre part, Monsieur Parodi, qui clairement, lorsque... Ah non, mais par contre, c'est vous qui dirigez. Non, par contre, je peux vous assurer que nous savons exactement ce que vous avez demandé à supprimer dans chacun des budgets, par contre. J'ai même la liste complète. Non, mais c'est pas grave, c'est pas de la diffamation, j'ai la liste. Je les ai aussi. Oui. Alors, suggestion, quand on dit retirer, c'est pas une suggestion. Mais c'est pas très grave. On n'est pas sur ce sujet. Aujourd'hui, on vous dit tout simplement que
on s'est retrouvé dans une situation où il fallait terminer une rue, que si on la décalait à 2 ans, ça allait coûter encore plus cher. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'il n'y avait absolument aucune ligne prévue. Et donc, on n'a pas le choix aujourd'hui que de demander à Marne-et-Gondoire de nous accompagner financièrement pour pouvoir payer le reste de cette rue et rendre une rue digne à ses habitants. Monsieur Da Silva. Merci, Madame le maire. Alors, pour répondre à votre adjoint, qui, je dois dire, raconte n'importe quoi, mais il a raison sur un point, puisqu'il dit, en reprenant les travaux 2 ans après, ça coûterait beaucoup plus cher. C'est évidemment ce que j'ai dit au service et ce que j'ai dit à tout le monde avant l'élection, en disant, la première partie, elle a été actée, elle a démarré avant, donc elle a été finie avant, c'était logique. La seconde partie, qui va de Paix à l'allée du Château, effectivement, elle s'est terminée beaucoup plus tard. Et il y avait eu la proposition, effectivement, de juste reboucher l'assainissement. Alors, entre parenthèses, l'assainissement, ce n'est pas un cadeau de Marne-et-Gondoire, hein. C'est de leur compétence, hein, Monsieur Louchard. 5 millions d'euros pour toute l'agglo. Et Torigny a le droit, comme tout le monde, d'en bénéficier. Et cette rue Gallieni a été décalée de très, très nombreuses fois, puisqu'il y a plus de 10 ans que ça aurait dû être fait. Il en reste encore 2 ou 3 à faire sur la ville. Eh bien, effectivement, puisque c'est Marne-et-Gondoire qui paie les enrobés, ou une partie des enrobés de ce qui a été ouvert pour passer l'assainissement, plus toutes les tranchées chez les riverains, etc., il est évident qu'il fallait, dans la continuité, faire ces travaux, changer les bordures, refaire les trottoirs, etc., ou à minima, refaire le tapis. Et il était convenu, alors après vous pouvez dire ce que vous voulez, d'ailleurs le budget, on est parti avant le vote du budget, il était convenu avec les entreprises intervenantes qu'effectivement, ils feraient les travaux à partir de septembre, il n'y avait pas précisément de date à l'automne, ils finiraient les travaux qui iraient quasiment jusqu'en fin d'année 2026. Et effectivement, et vous l'avez dit, puisque vous allez rembourser, la ville va rembourser l'agglo en 2027, et ben c'est exactement ce que nous avions prévu de faire avec les intervenants, avec les entreprises, et non pas avec Marne-et-Gondoire. Mais les travaux, et Monsieur Louchard, je ne peux pas vous dire ça, les travaux ont toujours été prévus. Merci. C'est interdit de demander à commencer des travaux si on n'a pas les ressources financières en face. On ne pouvait pas le faire. Donc merci Marne-et-Gondoire de nous accompagner sur ce sujet. Alors nous allons pouvoir passer au vote de cette convention avec Marne-et-Gondoire de manière à pouvoir les rembourser en 2027. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous avons fini les différents points. Est-ce qu'il y a des prises de parole supplémentaires? Monsieur Mérard. Oui, une petite question. La pénurie de personnel dans les crèches reste une préoccupation, une problématique locale, nationale. On sait que c'est très difficile de recruter du personnel. Donc, à l'aune de la rentrée 2026-2027, j'aurais voulu savoir qu'en est-il de l'état des troupes actuellement. Est-ce qu'on a pourvu à tous les postes sur le secteur de la petite enfance, puisqu'il va y avoir une rentrée contractuelle, des nouvelles familles vont intégrer les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc j'aurais voulu avoir un petit point de situation concernant ce sujet. Merci. Je vous remercie, Monsieur Mérard. Donc oui, concernant la petite enfance et la crèche, il y a le nombre de personnes pour assurer l'encadrement et l'accueil de toutes les familles qui ont été inscrites précédemment, donc, parce que ça a lieu bien avant la commission. Donc le dernier contrat est en cours, mais voilà, il y aura le personnel suffisant pour encadrer toutes les familles qui ont été inscrites. Tous les postes sont pourvus, c'est ça? Oui, d'accord, merci. Merci à vous. Alors, avant de passer aux questions, j'ai oublié de parler d'un vœu Ensemble pour Torigny. Je vous laisse présenter votre vœu. Nous avons la parole?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, merci. On avait peur que vous l'ayez oublié, donc ce n'est pas le cas, tant mieux. On a déposé effectivement une proposition de vœux qu'on a adressée à vous, Madame le maire, conformément au texte, et on s'est permis de l'envoyer à l'ensemble des mesdames et messieurs les conseillers et conseillères municipales pour que vous puissiez en prendre connaissance. Ce vœu, il vise avant tout à exprimer un besoin auprès de l'État et à travers la délibération du conseil municipal auprès des habitants. On vient de vivre, et on est à nouveau en train de vivre un épisode climatique particulier. On serait au mois de janvier, on pourrait, au conditionnel, vivre un épisode climatique particulier, et le fond du sujet serait exactement le même. Est-ce que je peux me permettre de lire le projet de texte? Merci. Alors, Conseil municipal du 7 juillet 2026, vœux demandant à l'État un plan national de rénovation des écoles. La France et l'Europe viennent de vivre la vague de chaleur la plus intense de l'histoire récente, rendant une fois de plus extrêmement concrets les effets des changements climatiques. Parmi les multiples conséquences, les effets sur les bâtiments scolaires ont largement été relayés dans les médias et la population. La situation exceptionnelle mais qui se répète de plus en plus, et de plus en plus tôt, souligne combien il serait opportun que la nation fasse le choix d'investissements massifs en faveur de la transition écologique. À ce titre, un rapport du Sénat mettait en exergue le chiffre d'environ 40 milliards d'euros, le montant des travaux nécessaires pour atteindre l'objectif national de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments scolaires. 40 milliards d'euros. Ce chiffre est raisonnablement hors de portée des finances des différentes collectivités locales, notamment des communes pour ce qui concerne les écoles. Pourtant, à l'échelon communal, les élus souhaitent s'engager sur un parcours long de rénovation au niveau BBC, bâtiments basse consommation des équipements existants. Ici, à Torigny-sur-Marne, le conseil municipal affirme unanimement y être prêt. Mais les finances communales ne pourront seules en supporter le coût. C'est pourquoi nous exprimons la nécessité que l'État, dès l'élaboration du budget 2027, lance un plan de soutien aux collectivités locales pour la rénovation du bâti scolaire. Par ailleurs, il est bon de rappeler que les collectivités locales sont le premier investisseur public et donc créateur d'activités économiques, créateur d'emplois. Un plan national de rénovation du bâti scolaire ne manquera donc pas d'avoir des effets positifs sur les plans économiques et de l'emploi. Voilà le texte que nous proposons à l'adoption du Conseil municipal pour l'adresser à Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Transition écologique et Monsieur le préfet de Seine-et-Marne. Encore une fois, là c'est plus dans le texte, l'idée elle n'est pas de faire de la polémique, elle est avant tout d'exprimer un besoin local à Torigny, mais qu'on imagine et qu'on sait être partagé par l'ensemble des collectivités françaises. Il faut que la nation s'empare réellement et concrètement de ce sujet-là. Et donc l'idée de ce texte, c'est de réaffirmer ce besoin et cette nécessité d'être soutenu. Merci. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur ce vœu? Non. Bon, nous pouvons tout simplement vous dire qu'évidemment, nous y souscrivons pleinement, puisqu'on est complètement raccord sur la nécessité que nos bâtiments publics soient capables aujourd'hui de parer aux aléas climatiques. Aujourd'hui, on a bien vu que ce n'était absolument pas le cas également dans nos écoles. Donc, nous souscrivons à ce vœu, et si l'État pouvait nous aider à faire en sorte que nos écoles, nos crèches soient dans de meilleures conditions, bien évidemment, nous voterons pour. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, nous pouvons l'envoyer à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Hamelin. Oui, Madame la maire, vous avez reçu certainement effectivement l'avis de la commissaire enquêtrice suite à l'enquête publique sur la modification numéro 2 du PLU. Est-ce que c'est une question qui va être abordée à un moment donné en commission, en conseil municipal et quand? On a beaucoup parlé d'urgence. Est-ce qu'il y a une urgence ou pas sur cet avis? Et puis plus globalement, finalement, quelle réflexion vous inspire en fait ce rapport de la commissaire enquêtrice? Alors, le sujet a déjà été abordé en commission.
C'est déjà arrivé une première fois. L'idée, c'était de pouvoir le mettre en délibération, cette modification numéro 2, avant le 18 juillet, mais on a pu aller jusqu'en septembre. À la vue justement de cet avis défavorable, l'idée c'était de prendre le temps de cet été d'avoir une lecture parfaite en fait de cette modification 2, de pouvoir contacter notamment les plus grands contributeurs à l'enquête publique, parce que l'enquête publique a fait son travail et l'idée c'était de les écouter. Donc je pense aux amis de Carnotin, je pense aux amis de la Duisse, pardon, et les différents contributeurs, hein, en dehors de, c'est les 2 plus gros contributeurs hein, là-dessus. Donc de pouvoir en fait les contacter, de voir avec eux en fait comment on allait pouvoir travailler cette modification 2 suite à ce rendu du rapport. Donc de pouvoir la relire parce qu'il y a énormément de coquilles dans le PLU actuel. Par exemple, quand on parle déversoirs, rues, etc., toutes ces coquilles n'ont pas été retirées. Ça fait partie des points qui ont été évoqués par Madame la commissaire enquêtrice. Ce que je peux dire, j'espère qu'elle ne m'écoute pas, mais objectivement, elle a été très dure avec la commune, malgré les efforts qu'on a faits. Mais on va faire en sorte que cette modification réponde parfaitement, je dis bien parfaitement, en fait, au point sur sa statuée du tribunal. Donc ça fera l'objet, on aura une commission en tout début septembre. Donc ça fera l'objet d'une commission où je pourrais vous expliquer point par point, en fait, comment on a traité ces points-là. Et dans la foulée, il y aura un conseil municipal qui donnera une délibération pour cette modification numéro 2. On sera dans un autre schéma que pour ce périmètre d'études. Je peux juste ajouter que je voulais remercier Guillaume Bulté ainsi que les services parce qu'ils ont vraiment bien pris contact, et j'étais là ce jour-là avec la commissaire enquêtrice qui était présente ainsi que le président des Amis de Carnotin. Ils ont bien compris qu'on allait travailler en étroite collaboration avec eux de manière à répondre au plus proche de ce qui avait été mis effectivement dans l'enquête, et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, et c'est pour ça que ça sera présenté en septembre. En tout cas, merci pour ce travail. Y a-t-il d'autres? Oui, Madame Després. Oui, alors c'est pas une question, parce que en l'occurrence, j'avais la même que Monsieur Hamelin, puisque la seule chose qui avait été évoquée, a priori, de ce qu'on m'en a dit en commission, c'est que ça allait être en juillet. Du coup, nous, on demande communication, conformément au droit, de ce rapport du commissaire enquêteur aux membres de notre équipe, et j'imagine les autres membres aussi, enfin l'ensemble des membres du conseil municipal, parce que voilà, on va vous envoyer toute une liste de choses qu'on demande à communiquer dans les prochains jours. Mais en tout cas, puisque c'est l'occasion, merci de nous communiquer ce rapport avant la commission, donc en juillet, puisque vous l'avez. Je sais que l'association de Chalice est revenue vers moi, ils l'ont trouvé en ligne, donc on peut vous donner l'adresse si vous voulez. Ok. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole avant de passer la parole au public? Il y a d'autres prises de parole? Oui, Monsieur Parodi. Oui, ce sera court. Le 29 juin dernier, lors du Conseil communautaire, le Conseil communautaire a délibéré sur la sortie du périmètre d'intérêt communautaire de l'opération d'aménagement du quartier des Ports de Marne. Cet intérêt communautaire qui existait auparavant et qui introduisait un principe extrêmement simple, c'est que l'intégralité des risques juridiques et financiers d'un quelconque projet sur ce secteur sensible des Bords de Marne était porté par la communauté d'agglomération. Comme le président l'a indiqué lors des débats de ce conseil communautaire du 29 juin, c'est bien la ville de Torigny qui a fait la demande de sortie de ce périmètre d'intérêt communautaire. Alors, 2 remarques. La première, il y avait urgence. Le 29 juin, il eût été courtois et puis tout simplement transparent d'en discuter, d'en débattre lors de la commission aménagement qui s'est déroulée fin mai. On imagine raisonnablement que ce n'est pas le 28 juin que la ville de Torigny s'est réveillée en levant le doigt et en demandant la suppression de cet intérêt communautaire. Ça fait des semaines que c'est préparé pour tout un tas de raisons politiques, juridiques, administratives.
Donc là, on a un exemple flagrant de l'absence de discussion au sein même du conseil municipal. Alors ne parlons pas des habitants qui du coup découvrent au détour du conseil communautaire que l'on parle de leur commune et que l'on annonce ni plus ni moins que le projet de création de la zone d'aménagement concerté, qui était le projet en route, tout était prêt pour le faire avec l'ensemble des coûts que cela a représenté. Donc c'est de l'argent concrètement qu'on jette par les fenêtres et puis on ouvre une grande incertitude, et c'est l'objet de la seconde remarque. Donc évidemment, on ne va pas traiter cet enjeu considérable en 3 minutes sur un coin de table à une fin de conseil municipal, mais admettez quand même que le procédé est cavalier, pour ne pas dire d'autres mots désagréables. Donc très sincèrement, cette commission de début septembre, Guillaume, si vraiment on peut avoir de véritables débats, notamment sur cette question-là, c'est pas un mince enjeu. Le groupe Ensemble Torini, c'est un secret pour personne, est favorable au projet d'écoquartier. Si la majorité municipale y est défavorable, encore faudrait-il qu'il y ait clarté sur le sujet. Donc pour l'instant, c'est pas clair, c'est confus, et encore une fois, les procédés se font de la mauvaise manière. Alors merci de parler de ce sujet, parce qu'effectivement, il est intéressant pour que tout le monde puisse comprendre exactement un peu l'antériorité. Vous parlez d'un intérêt communautaire. Effectivement, initialement, il y avait un intérêt communautaire sur ces bords de Marne, avec Lagny, Pomponne, Torigny, Damar, puisqu'effectivement, on était sur un axe, on va dire, un petit peu structurant. Très vite, Lagny est sorti de cet intérêt communautaire, n'y voyant plus son intérêt, suivi par Pomponne. Donc, il ne restait plus que Torigny et la SPLA. Donc, ce que nous avons tout simplement demandé, c'est que la ville de Torigny soit libre, attachée par personne, soit capable de gérer son foncier et de justement maîtriser son foncier sur ses bords de Marne. Donc oui, nous avons demandé à être libre. Alors, vous parlez de cavalerie et vous parlez d'un projet ficelé. Pas plus tard que tout à l'heure, nous avions la SPLA, la Société de projet de Marne-et-Gondoire, qui nous expliquait en détail ce projet, puisque c'est la ville qui a payé 180 000 € pour justement demander des travaux et pour avoir justement un espèce d'audit, entre guillemets. Aujourd'hui, nous avons ce bilan. Ce bilan, aujourd'hui, centre-ville également. C'était l'étude commanditée à la SPLA est globale. J'ai fait le montant global, mais aujourd'hui, cette étude a été commanditée à la SPLA. En attendant, 450 logements, et ce n'était même pas encore équilibré. C'est faux, vous lui reposerez la question parce qu'on les a. Et vous leur avez demandé, pour les élections, de parler de 370 logements. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et encore une fois... Vous accusez une administration d'avoir menti? Ah non, absolument pas. C'est ce que vous venez de faire. Absolument pas. Vous venez d'accuser la SPLA d'avoir menti dans les documents qu'elle produit. Absolument pas. C'est vous qui avez demandé. C'est vous qui avez demandé à baisser. C'est vous, messieurs, dames, qui avez tout simplement demandé, en faisant comme si que ça allait être équilibré, alors que ça ne l'est pas. Et ça ne l'est même pas avec 450 logements. Ce n'est pas équilibré. Donc autant vous dire que le projet ficelé dont vous parlez n'existe pas aujourd'hui. Moi, j'ai pas prononcé ce mot-là. Pardon, alors vous avez dit quoi? Un projet préabouti? La ZAC, elle était prête à être créée. Prête à être créée. C'est bien le début du projet. Oui. Oui, on comprend que c'est une... Vous inquiétez pas, ce sujet, on l'a pris à bras-le-corps. Et très vite, vu les urgences, je peux vous assurer qu'on l'a bien travaillé. C'était très urgent de supprimer le périmètre En tout cas, c'était très urgent d'être maître à bord. Vous voulez supprimer aussi le périmètre d'intérêt communautaire sur du Polgar? Oui. Très bien, merci. On a toujours pu faire ce que l'on voulait et mener les opérations. Parfait, merci. Madame Després. Non, je ne vais pas rentrer dans des débats, parce que là, clairement, allez-y, enregistrez-vous, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je note, pour le coup, c'est qu'une ZAC, vous demandez à ce que la ville soit libre de ce qu'elle va faire. Là, ce que vous créez, c'est une grosse incertitude et une grosse inquiétude de la part des habitants, parce que quand on a une ZAC, effectivement, on est obligé d'être à l'équilibre. Donc, on peut restreindre les appétits des promoteurs. Quand on se libère d'une ZAC, on ne restreint plus l'appétit des promoteurs. Donc, c'est votre choix, il n'y a aucun problème. Sûrement, vous serez très fort et vous limiterez cet appétit. Ou peut-être que vous créerez une autre ZAC, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, ça fait plus de 20 ans maintenant que ces ZAC n'aboutissent pas, qu'on a une friche en bord de Marne qui est largement
pollué, oui, mais surtout qui intéresse beaucoup de monde. Et là, en l'occurrence, comme on l'a dit, on en était à la phase de création de la ZAC. La création de la ZAC, ce n'est pas le projet ficelé à terme. C'est justement le moment où on discute clairement de ce qu'on va pouvoir y mettre à l'équilibre. Vous l'avez dit, ça fait 18 ans que c'est en friche. On va faire en sorte de faire le travail nécessaire. Guillaume Bulté? Bon, simplement sur l'équilibre de la ZAC, elle est équilibrée. Souvent, quand il y a participation en fait, de la mairie, de la commune ou de l'intercommunalité n'aurait pas tout payé, elle aurait payé à hauteur de ses études. Si une ZAC, il y a des équilibres et elle est souvent déficitaire. Elle est équilibrée parce qu'il y a des participations de la commune. On est d'accord là-dessus? Moi, je sais pas, je travaille pas sur Saint-Jean, moi, je suis pas de l'année, moi. J'étudie pas Saint-Jean. Nous sommes à Torigny-sur-Marne. On le sait, on le sait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Didier. Bonjour. Je n'ai pas souvent l'habitude de m'exprimer, mais je voulais juste revenir sur un tract, encore et toujours des attaques. Une fois de plus, Monsieur Parodi, votre groupe, Ensemble pour Torigny, préfère distribuer un tract rempli d'accusations, parler d'amateurisme, de mépris, de chasse aux sorcières ou encore de mensonges, pour moi, est facile. Notre équipe assume pleinement les décisions prises. Elles sont dans l'intérêt de Torigny, avec le souci permanent de préserver les finances de la commune, de maintenir un service public de qualité et de préparer l'avenir. La démocratie locale mérite mieux que des caricatures et des polémiques permanentes. Les habitants attendent des élus qu'ils travaillent ensemble lorsque c'est possible et débattent avec respect et courtoisie, vu que c'est le terme que vous venez d'employer, lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Nous continuerons à privilégier les faits aux slogans, le travail aux invectives et l'intérêt général aux postures politiques. Je pense que les Torigniens et les Torigniennes qui nous ont fait confiance dans les urnes sauront faire la différence entre ceux qui passent leur temps à attaquer, à salir, et ceux qui consacrent leur énergie à agir pour leur ville. Notre réponse restera toujours la même, des actes plutôt que des attaques. Merci. Alors, on va passer la parole au public maintenant. Non, je suis interpellé, excusez-moi. J'ai demandé s'il y avait... On ne va pas passer de nos temps. Non. Alors, vous répondez à nos interventions. Aux documents que vous avez tractés. Personnellement. Aux documents... Monsieur Marc m'a interpellé personnellement. Alors, je vous cher en prie. Didier Marc, pardon de vous le dire, mais je ne suis pas président du groupe Ensemble pour Torigny. Nous n'avons pas de président. Notre groupe est composé de Manuel Da Silva, Lorraine Després, Jean-Paul Cita et moi-même. Et puis, au-delà du conseil municipal, Ensemble pour Torigny, ce sont plusieurs dizaines de personnes donc, qui assument toutes et tous ensemble la distribution de ce document que visiblement vous n'avez pas apprécié. Nous le comprenons, nous ne sommes pas dans le même groupe, nous n'avons pas les mêmes points de vue, mais une chose est sûre, nous on veut du débat. On vient de le voir à travers le point précédent, il n'y a même pas eu ne serait-ce qu'une information au conseil municipal. Donc moi je veux bien des actes et pas d'attaques, mais pour l'instant il n'y a pas d'actes, il n'y a que des attaques de votre part. Donc c'était un message qui était adressé à votre groupe. Et Lorraine, en l'occurrence, quand on se permet de vouloir faire la morale, regardez le contenu de vos publications de Vivre à Torigny. Les habitants en ont ras-le-bol que leur Vivre à Torigny se soit transformé en espace de propagande. Qu'ils n'hésitent pas à venir nous le dire en direct, parce que nous n'avons que des félicitations, mais ils sont contents. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Bon. Alors, j'ai plus eu de félicitations. Les gens ont l'air d'être contents d'avoir un peu de communication. Mais peut-être que vous avez d'autres échos. En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous le dire en direct. Non, mais arrêtez la mauvaise foi. Vous supprimez les commentaires qui vous déplaisent. On a les captures. Arrêtez. C'est trop facile. Je ne sais pas qui fait ça, mais OK. Je demanderai, parce que je ne veux pas qu'on supprime des commentaires. Il n'y a pas de sujet. Donc, je poserai la question et on fera en sorte que ce ne soit pas supprimé, parce que je pense que nous n'avons rien à cacher. Alors, est-ce que le public veut prendre la parole? Oui, madame. Bonsoir. Je suis assistante maternelle. Je vais au parc tous les jours en face du Moussier. Et là, j'ai été très surprise. Un matin, je passe. La rue sans nom est fermée. L'après-midi, je retourne avec mes loulous. Je me retrouve nez à nez pour pouvoir traverser, pour pouvoir aller de l'autre côté parce qu'il y avait trop de soleil dans le parc. Et bien sûr, le soir, c'est impossible d'y aller parce que les jeunes ne respectent pas les plus petits.
Je me retrouve avec une voiture, la route est ouverte. Pas de concertation, pas de tract, rien du tout. Très surprise. Merci, merci Madame Chrétien. Alors, la rue sans nom, comme vous le dites, c'est Il une n'y a rue. pas de nom, donc. Oui, c'est vrai, on est en train de trouver un nom Pardon. d'ailleurs, on est en train d'y réfléchir. Parce que c'est une rue, elle a le mérite d'exister, elle a été effectivement fermée de manière arbitraire, on va dire, avec un gros plot aujourd'hui. Donc, nous nous sommes dit qu'une rue fermée, ben, on ne voyait pas trop l'intérêt, alors que ça pouvait justement permettre de décongestionner. Donc oui, nous l'avons réouverte, mais nous n'avons pas créé de rue, nous avons juste retiré un gros plot. Ça aurait été bien de faire une concertation parce que, je ne sais pas si vous mesurez la chose, mais après vous allez me dire que je suis un peu trop dans l'excès, mais là c'est bien parce que c'est les vacances. Mais il y a quand même la tour du Moussier qui passe avec les enfants matin, midi, après-midi, soir. Là, la chance que vous avez, c'est que vous l'avez fait au début des vacances scolaires, donc ça passe et encore. Mais je trouve ça quand même, vous qui disiez, nous allons faire des concertations citoyennes, vous allez demander la concertation des gens. Là, il n'y a rien eu. Donc la chance que vous avez, c'est que ça tombe pendant le début des vacances scolaires, en fait. Moi, je m'en fiche, je vais au parc que le matin et l'après-midi. Mais je pense aux petits loups qui vont à l'école, même en primaire, tout seuls, et qui doivent traverser la route et qui se retrouvent avec une voiture. Si votre réponse, c'est ça, c'est pas top, quoi. Alors, Alors la concertation, vous avez raison, et on la fera. Si on devait fermer une rue et qui risquait de poser problème, bien évidemment, on en discute. Quand on réouvre une rue existante, je ne vois pas à quel moment on fait une concertation pour réouvrir une rue existante. Cette rue, elle a le mérite d'exister et aujourd'hui, elle va être utilisée. Donc, il y a du goudron. Tout le monde saura qu'on ne traverse pas n'importe comment et qu'on fait attention quand on est dans une rue. Alors, Olivier, si tu veux ajouter, Olivier Thiesson, s'il te... Donc, concernant la rue sans nom, il a été rajouté un ralentisseur juste devant le passage piéton, un ralentisseur qui ralentit pas, je suis désolé, et des barrières ont été mises devant le passage piéton pour éviter la vitesse des enfants qui traversaient, puisqu'on avait remarqué justement que les enfants allaient vite. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Non, je suis désolée, madame le maire, vous Non, utilisez alors, les s'il mots vous plaît, arbitraires. s'il C'est vous trop plaît, facile s'il vous d'attaquer plaît, et de ne pas Lorraine laisser Després, répondre. s'il Donc vous ça avait plaît, été fait nous avec sommes concertation. au point Merci. des questions publiques. Nous allons laisser la parole au public. Je sais que vous avez du mal et que vous vous considérez plus importante, mais je vous assure que le public est important. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires dans le public ? Pas de questions supplémentaires ? Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite un bel été.